Vendredi 13 août 2021, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, le sommaire. Bonne nouvelle pour les amateurs béninois de l'igname en cette veille de la fête consacrée à ce tubercule. 500 hectares y sont consacrés dans le plateau. Les autorités municipales de Cotonou répondent aux cris de crainte de leurs administrés suite aux défaillances constatées sur le pont de Fifadi qui sera fermé pour ce week-end. Les cours de vacances occupent plusieurs élèves et enseignants. Nos reporters nous promènent dans les allées d'une école privée de Cotonou. Esaü FC affrontera les Mauritaniens de FC Modibo au premier tour éliminaire de la Ligue africaine des champions 2021-2022 et les Buffs du Borgou vont affronter AS FAR du Maroc pour les compétitions africaines. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'as routier Sainte-Rita-Fifadi est fermé à la circulation au niveau du pont de Fifadi jusqu'au lundi 16 août prochain. Cette fermeture permettra de procéder à des travaux d'entretien. La circulation sera rétablie le lundi prochain. Des travaux périodiques nécessaires à la facilitation de la circulation y sont entrepris. Interrogé sur l'état des infrastructures de ce pont, Clément Yononfou, ingénieur des travaux publics, rassure, comme les spécialistes dépêchés sur le site, après l'affolement des riverains, qu'il y a eu plus de peur que de mal. Suivons un extrait de son intervention au micro de Abdelkader Achiro. Pour ce qui est du pont de Fifadi, les gens ont déjà tout expliqué. Et ce qu'ils ont dit est juste. Le pont n'a pas de problème. Un pont est constitué de quoi? C'est constitué du pont lui-même, c'est-à-dire les travées qui permettent de franchir l'obstacle qu'est le cours d'eau. Et maintenant, il y a les rampes d'accès. Les rampes d'accès sont posées sur le terrain naturel. C'est-à-dire, il y a des remblais qui sont posés sur le terrain naturel jusqu'à aller atteindre la hauteur du pont, de part et d'autre, quoi. Maintenant, le pont se construit dans un temps donné qui bien limité, mais les tassements du terrain naturel, les ponts sont faits sur des pieux, sont faits sur des fondations qui vont chercher le bon sol. Le bon sol peut être à 20 mètres, 40 mètres, 60 mètres. On ira chercher le bon sol pour fonder le pont. Donc le pont ne bougera pas, ça c'est clair. Mais les rampes d'accès, c'est des remblais qui ont été faits pour rattraper le pont qui est construit. C'est-à-dire, on quitte le terrain, on fait des remblais jusqu'à atteindre la hauteur du pont et on fait le revêtement là-dessus. Ça peut tasser, c'est-à-dire, on appelle ça tassement différentiel. Ça peut tasser, c'est-à-dire, quand on commence par rouler dessus. Ça fait un effet de compactage, un effet de vibration, et ça s'affaisse. Je pense que c'est ce qui s'est passé, et ils vont le faire. Ça se fait même sur le pont de Porto-Novo. Le pont de Porto-Novo, qui a été construit par les Allemands. Vous avez vu, à l'entrée, quand on quitte Cotonou, quand on quitte Porto-Novo, par exemple, vous avez vu que quand on veut monter sur le pont, ça fait il y a comme une petite marche. Ça dit, il ne doit pas avoir, ce n'est pas marche, mais c'est une rampe qui est brusque. La progression de la rampe qui quitte la route pour monter sur le pont, ça s'affaisse. Et ça devient brusque. Donc, ça a déjà été réparé 2 ou 3 fois à Porto-Novo. Le pont, ça a déjà près de 30 ans. Mais ça a été déjà réparé 2 ou 3 fois. Je pense que c'est le même problème qui est en train de se poser. Maintenant, quand on se balade dans Cotonou, dans Porto-Novo, un peu partout, quand je me balade, quand je vois ce qui est fait, c'est beau, c'est bon. Et franchement, qu'on soit pour ou contre, ce qui est bon, ça permet aux populations de bien circuler un peu partout. Et c'est une bonne chose. C'est une décision formidable. Il paraît que la décision avait déjà été prise par le pouvoir passé, mais le pouvoir passé ne l'a pas fait.
Le pouvoir passé ne l'a pas fait. Si le pouvoir actuel le fait, il faut le féliciter. Le ministre des Finances, Romuald Wardani, et son homologue de l'Agriculture, Raphaël Akoten, sont allés à Idinini, un arrondissement de la commune de Pobet ce jour. Ils sont allés constater, en compagnie des élus locaux et des propriétaires terriens, la délimitation de l'exploitation de 500 hectares de terres agricoles pour produire de l'igname. Un projet de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo qui obtient l'adhésion du président Patrice Talon. L'unité de police du commissariat d'Agoulangandan dans la commune de Semenkoji a mis la main sur une vingtaine de jeunes cybercriminels dans une maison ce mercredi 11 août 2021. Selon les sources policières, l'opération de traque a démarré suite aux nombreuses plaintes enregistrées par le commissariat. Cette opération a permis au chef de l'unité du commissariat d'Agoulangandan et ses éléments de prendre 6 individus en flagrant délit au cours d'une descente dans une maison. Une perquisition du domicile a permis de retrouver 13 ordinateurs, 3 routeurs Wi-Fi, 10 portables dont 8 smartphones, des cartes bancaires, des plaquettes de cartes SIM et autres. À en croire la même source, une autre opération a été menée dans la même journée et s'est soldée par l'arrestation de 13 autres cybercriminels dans une autre maison. Ceux-ci ont été interpellés dans l'arrondissement de Toou au quartier Globo. 9 ordinateurs portatifs, 17 téléphones portables dont 11 Android et 6 autres touches, 2 modems Wi-Fi, 9 cartes bancaires et un montant de 26 000 naira, puis 11 000 francs CFA ont été saisis au cours de cette perquisition. Ils seront tous présentés au procureur de la République pour répondre de leurs actes dans les tout prochains jours. Invité au Café Média Plus de ce 13 août, Kofi Atede, le directeur de la Bibliothèque nationale du Bénin, a rappelé la mission et les défis auxquels est confrontée cette structure. Il s'est exprimé au micro de Gloria Manouanuyen et de Jefté Hongé. Si les gens sont satisfaits, c'est tant mieux. Mais je pense que la réputation de la Bibliothèque nationale du Bénin, vous la connaissez, c'est une institution qui n'a pas forcément bonne presse, même jusqu'à l'heure où je vous parle, même malgré les efforts, les chantiers que nous avons engagés, de très nombreux chantiers. L'idée pour le chef de l'État et le ministre en charge de la culture, c'est de moderniser. Le projet global, c'est de moderniser l'ensemble du dispositif institutionnel en ce qui concerne la lecture publique. Alors, pour faire simple, la lecture publique, c'est l'aptitude que nous avons au niveau institutionnel, au niveau de l'État, à faciliter l'accès des populations les plus pauvres au livre, sachant que le livre vient en complément, pour ne pas dire, est fondateur même de la démarche d'éducation nationale. Parce que vous construisez des salles de classe, vous recrutez des enseignants, vous avez les meilleurs manuels, et que derrière, il n'y a pas le dispositif de soutien qui vient accompagner l'apprenant dans sa quête personnelle, parce que tous les apprenants ne recherchent pas forcément les mêmes choses. Et donc, lorsque vous n'avez pas ça, il y a une faille. Et cette faille se traduit tout simplement par la qualité de l'enseignement et qu'on voit à travers les résultats scolaires. Donc, l'approche qui est la nôtre, c'est de mettre en place un dispositif accessible, moderne, attrayant, et dans lequel les agents qui sont déployés se sentent bien, aient envie d'aller travailler. Ce qui n'est pas forcément le cas lorsqu'on voit l'état de notre infrastructure et de la qualité de l'offre de services que nous avons aussi bien à Porto Novo que dans le réseau de lecture. C'est une précision importante. La Bibliothèque nationale du Bénin n'est plus que la Bibliothèque nationale du Bénin. Elle a la tutelle de l'ensemble du réseau de lecture publique du Bénin qui fait un peu plus d'une trentaine de lieux de lecture entre les centres de lecture publique, les centres de lecture et d'animation publique que nous appelons les CLAC et les bibliothèques départementales. Donc l'ensemble de cette infrastructure que j'ai citée, en tant que journaliste, vous connaissez très bien l'état dans lequel ces infrastructures-là sont, l'état dans lequel le personnel se retrouve, la qualité du fonds documentaire, les biens culturels, le mobilier, tout ça est à revoir et nous sommes sur le chantier. Des travaux sont engagés pour redorer le blason de la Bibliothèque nationale du Bénin. Ils concernent non seulement les infrastructures et le fonds documentaire, mais aussi les textes. Restons avec Gloria Manouanuyen et Jefté Hongé. Donc, les 3 bâtiments sont actuellement en chantier, ce qui crée, comme on peut l'imaginer, des désagréments. Donc ça nous a fait suspendre, par exemple, le service de lecture publique au niveau de la Bibliothèque nationale, que nous avons fusionné avec la bibliothèque départementale qui n'existe plus. Donc à la faveur des chantiers de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale,
Donc, de fil en aiguille, nous avons dû céder le bâtiment et pour pouvoir concentrer maintenant notre approche sur la Bibliothèque nationale, dont la salle de recherche offre exactement les mêmes services que ce que nous propose la bibliothèque départementale. Donc ça, c'est le chantier infrastructurel. Le deuxième chantier concerne le fonds documentaire de la Bibliothèque nationale. Le fonds, il est vieux, mais l'une des vocations de la Bibliothèque nationale, justement, c'est de préserver le fonds ancien. Donc il y a le volet fonds ancien, mais il y a également le volet où les plus jeunes viennent pour lire, disons-le simplement pour lire. Donc il faut déjà faire un audit de ce fonds, en tout cas ce qui existe. Donc nous avons, on l'a relayé timidement sur nos médias sociaux, puisque c'est ce que nous sommes autorisés à faire, en attendant qu'un conseil d'administration nous autorise à faire plus. Donc nous avons les médias sociaux sur lesquels nous communiquons de temps en temps. Nous avons fait une opération de désherbage, c'est le terme technique dans le domaine de la documentation. Le désherbage nous a permis de traiter à peu près 42 000 livres qui étaient initialement destinés à être vidés des collections. Et ça nous a permis, par exemple, de sortir de nos collections à peu près 15-19 000, de programmer la réinsertion de presque un peu plus d'une vingtaine de milliers de titres également qui vont être réintroduits dans nos collections, de réparer 1 millier à peu près. Donc c'est autant de choses qui ont été faites et qui nous permettent aujourd'hui de renforcer les fonds documentaires de certaines initiatives. Il y a des bibliothèques qui viennent pour récupérer dans les 19 000 que nous voulions jeter. Il y a des bibliothèques publiques, privées, professionnelles qui viennent et qui trouvent encore des livres utilisables dans ces fonds-là. Et nous sommes en train de les offrir par dizaines de cartons depuis un certain temps. Le troisième chantier, qui est même le cœur même de l'approche gouvernementale, c'est la modernisation. La modernisation, de mon point de vue, il y a une clarification qu'il faut faire. Quand on dit numériser la Bibliothèque nationale, c'était l'appellation initiale. Mais on ne numérise pas une bibliothèque. On dématérialise l'accès à ses services et à ses ressources. Donc les services, c'est par exemple, lorsque vous voulez sortir un livre, lorsque vous voulez avoir un agrément pour avoir un journal, vous venez à la Bibliothèque nationale pour avoir un numéro ISSN pour les journalistes. Lorsque vous voulez sortir un livre, vous venez pour un numéro ISBN. La pratique aujourd'hui, c'est que quand vous êtes à Plaroué, vous êtes obligé de vous déplacer pour venir à Porto Novo pour pouvoir avoir un numéro ISBN et un numéro ISSN. Donc, nous avons deux activités qui sont en cours, qui sont très avancées, qui consistent à dématérialiser l'accès au numéro ISBN. Ensuite, à dématérialiser l'accès au catalogue numérique national. Parce que l'une des faiblesses que nous avons constatées aussi, c'est que les gens ne viennent pas dans les bibliothèques parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les bibliothèques. Rappelons que la politique du livre et de la lecture publique est le thème développé par Kofi Attere au Café Média Plus de ce jour. Les vacances battent leur plein ce 10 août, mais la cour du complexe scolaire La Paix est animée comme en pleine année scolaire. Ces acteurs du système éducatif ont choisi de participer au cours de vacances, une activité diversement perçue par les uns et les autres. Ange Baudelaire Bokor, Edouard Aïkwe et Emmanuel Akogu ont visité ce collège ce 10 août. Suivons leur récit. En plein repos, certains élèves ont fait le choix d'aller au cours de vacances pendant que d'autres passent leur temps à la maison. Ici, au collège La Paix, les élèves de la classe de 3e A, tous assis, suivent avec attention les explications de l'enseignant. Dans cette salle de classe, comme dans tout autre d'ailleurs, la rigueur est la même que celle appliquée en pleine année scolaire. Où, si on doit brosser tout, non. Mais l'année scolaire est là pour que l'enseignant se donne pour apprendre à l'élève ce qu'il doit normalement connaître pour aller aux examens. Non, ici c'est... souvent c'est le premier chapitre. Si on doit tout brosser, donc les élèves n'auront pas le bagage intellectuel adéquat pour réussir. Mais quand on va commencer avec le premier chapitre et que tu le fais bien, ils seront en mesure de se défendre au début de la rentrée. C'est une situation de classe. Les cours de vacances ne sont pas différents. Donc c'est une classe. Si tu n'appliques pas la rigueur normale, comment ces élèves-là vont se défendre à la maison, pouvoir se préparer à l'avenir? Donc il faut que la rigueur soit la même, que ça soit
pendant les cours de vacances ou pendant l'année scolaire normale. Professeur des SVT et je déroule le cours au complexe scolaire d'Anguizé, le collège de la paix. Voilà. Par rapport au déroulement du cours, bon, tout se passe très bien. Ici, c'est la première AB et on n'a que 2 situations d'apprentissage. Voilà. Donc actuellement, nous sommes toujours sur notre première situation d'apprentissage. Ces élèves suivent le professeur avec attention malgré que nous sommes en pleines vacances. C'est le moment pour eux de renforcer leur niveau avant la rentrée scolaire et se faire des amis. J'ai choisi de faire les cours de vacances parce que déjà, comme j'étais en vacances, j'ai choisi m'habituer et avant la rentrée et avoir un peu de connaissances avant la rentrée. Et comme c'est la première, je dois aussi beaucoup faire d'efforts pour affranchir cette étape. Je passe très bien, le monsieur explique très bien et j'ai une bonne compréhension du coup. On va étudier l'énergie calorifique, on fait l'analyse des documents et des calculs. Les autres matières, ça se passe aussi très bien. Nous faisons l'histoire géo et la mathématique, et puis l'anglais et quelques autres matières. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour pouvoir m'apprêter à ce que la rentrée me soit plus facile. J'ai étudié les racines carrées en maths, les conditions d'équilibre en PCT et en anglais. On a vu les maladies sexuellement transmissibles et en français, on est en train de voir quelques notions aussi pour analyser les phrases grammaticalement. Beaucoup pensent que les cours de vacances ont un but plus lucratif que didactique. L'intendant du collège La Paix donne son avis. Je crois que c'est des rumeurs. Et si je dois dire, peut-être que ça se fait ailleurs, mais ici, au complexe scolaire d'Anguizé, c'est le contraire, puisque nous, on organise les cours de vacances tout juste pour renforcer le niveau des élèves. Et chez nous, c'est de la maternelle jusqu'en terminale. D'autant plus que le complexe d'Anguizé, c'est un complexe qui a déjà près de 55 ans d'expérience. Donc je crois que ce complexe ne va pas manquer de fonds pour faire face aux CP des professeurs. Donc c'est des rumeurs. Sinon nous, on organise, et depuis des années on le fait. Et on organise les cours de vacances pour renforcer le niveau des enfants. Et à chaque heure, c'est-à-dire que si les cours de vacances sont pour 1 mois, et on évalue les enfants, on donne les résultats, et les meilleurs on les prime. Les meilleurs les primes du primaire jusqu'en terminale. Donc, contrairement à ce que les gens disent, c'est pas pour faire face aux impayés, c'est surtout pour renforcer le niveau des enfants. Et c'est très important parce que ça a son effet lorsque la rentrée commence et les enfants font leur cours. Donc ça a toujours son effet. Certains parents d'élèves exposent les raisons qui les poussent à envoyer leurs enfants au cours de vacances. Des vacances au moins 2 mois de pause. Nous ne pouvons laisser les enfants à s'amuser tous les jours ou bien à regarder la télévision. On les envoie pour les cours de vacances pour qu'ils se préparent pour la rentrée prochaine. La rentrée étant pour le 20 septembre prochain, il était nécessaire que les enfants ne s'ennuient pas trop, mais de se préparer pour bien commencer la rentrée scolaire prochaine. Bien vrai, les cours de vacances n'abordent pas tout le programme, mais c'est un début et cela planche le décor pour que dès le début de la rentrée, l'enfant puisse se retrouver à travers les activités et exercices que les maîtres ou bien les professeurs leur adresseront. La page internationale de cette édition retrace l'actualité au Mali, au Burkina Faso et en Égypte. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus riches en or du continent. L'or remplit les caisses d'États comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger ou le Ghana. Il fait vivre des centaines de milliers de personnes qui pratiquent leur payage, souvent clandestin.
L'exploitation artisanale du métal jaune a cependant beaucoup d'inconvénients et la CEDEAO souhaite mieux l'encadrer. Une réglementation communautaire sera proposée aux instances de la CEDEAO l'an prochain. La moitié de l'or produit en Afrique de l'Ouest vient de l'orpaillage artisanal et 10% de la population du Burkina Faso, du Mali et du Niger vit de cette activité. Mais l'orpaillage, souvent clandestin, est source de problèmes. Selon Sediko Douka, le commissaire de la CEDEAO en charge des mines et de l'énergie. Au Burkina Faso comme au Mali, les chambres de commerce et les agences en charge du secteur de l'orpaillage ont commencé à regrouper les orpailleurs en coopérative et à délimiter des couloirs où les creuseurs peuvent travailler en respectant les règles de sécurité. Vif émoi dans les rangs du collectif des intellectuels chrétiens du Mali pour la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la paix. Ses membres ont condamné jeudi 12 août les récents propos tenus par le ministre malien des Affaires religieuses et du culte, Mahamadou Koné. Selon le collectif, lors d'une rencontre publique sur la situation sociopolitique du Mali, ce dernier a qualifié le pays de république islamique et laissé entendre que tout projet de loi qui ne serait pas en conformité avec les principes de l'islam pourrait être rejeté. C'est la phrase qui crée un vif émoi au sein du collectif des intellectuels chrétiens du Mali pour la cohésion sociale, la bonne gouvernance et la paix. Le collectif soupçonne par ailleurs le ministre des Affaires religieuses de vouloir faire deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit des musulmans ou des catholiques. Au Mali, pays laïque, plus de 90% de la population est de confession musulmane. Et pour finir en Égypte, la visite cette semaine du maréchal libyen Khalifa Haftar en Égypte s'inscrit selon Le Caire et Washington dans le cadre des efforts conduits par la communauté internationale pour réussir le processus politique et aboutir aux élections générales en fin d'année en Libye. Par souci d'équilibre, l'Égypte annonce également qu'elle recevra bientôt pour des consultations plus larges d'autres personnalités libyennes impliquées dans le dialogue politique. Au-delà des efforts pour réussir les futures élections, le pouvoir égyptien semble vouloir renouer avec son ancien allié pour contrer l'influence d'Ankara et des islamistes en Libye. La page sport à présent. Les championnats nationaux de tennis de table 2021 ont pris fin ce jeudi 12 août 2021 au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Pendant 3 jours, une centaine de pongistes se sont affrontés afin de désigner les meilleurs de leurs catégories respectives, moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 21 ans et seniors. Le compte rendu est signé Seth Larios à Diagono et Emmanuel à Kogo. Les nouveaux rois et reines du ping béninois sont connus. À l'issue de 3 jours de compétition, Chancia Liman a détrôné Ziadat Akadiri chez les seniors dames grâce à une préparation optimale. Oui, j'ai amélioré mon attaque de topspin face, de topspin revers, tous les coups pouvant me permettre de frapper fort la balle. À l'issue de cette compétition, je suis vraiment fière de moi parce que je me suis entraînée et ça a payé. Éliminée en demi-finale chez les dames par la future championne, Ziadat Akadiri a conservé son titre chez les espoirs. Il y a des matchs que je ne dois même pas perdre et j'ai perdu. Par exemple, finale qu'elle a joué avec l'autre aussi, c'était ma finale. Bon, elle m'a battu hier à 3-1, demi-finale. Et je peux rien. Ami Adou reste également champion du Bénin chez les moins de 21 ans garçons. En finale, il a disposé de Freud Amadji 3-7 à 1. Pour pouvoir battre mon adversaire, je me suis beaucoup entraîné pour avoir ce titre. J'ai fait beaucoup d'exercices de panier de balle, beaucoup d'exercices de top spin coup droit et de top spin revers et beaucoup d'exercices sur les services afin de pouvoir battre mon adversaire. Ce titre, Ami l'a remporté avec un cœur meurtri par le décès subit de son adversaire de tous les temps, Adolphe Amadji, le 10 août 2021. Je vais dire je suis content et je ne suis pas content parce que
souvent j'ai l'habitude de rencontrer un frère, un ami, un bro, un frangin en finale. Et il y avait une finale exceptionnelle, une finale extraordinaire. Mais cette année, on l'a perdu et ça m'a vraiment choqué. Mais on continue la vie. Tout ce qui doit arriver arrivera. Faïkot Liamini, U15 filles, Dave Aïssi, U15 garçons, Ulfat Akadiri et Anjorin Guédou en U13, puis Niyissa Nilou chez les seniors hommes sont les autres champions de l'édition 2021 des championnats nationaux de tennis de table. Ces résultats ne reflètent que tout ce qui a été fait en prélude au championnat. Donc les athlètes vraiment se sont préparés physiquement, tactiquement, techniquement pour pouvoir donner les résultats que nous avons eus. Il n'y a pas eu de surprise en tant que tel. Nous savons que les résultats que nous avons eus ce soir, ce n'est que le retour du travail fait. Je tiens alors à remercier les entraîneurs des différents clubs présents à cet événement-ci. Je tiens à les remercier sincèrement du fond de mon cœur parce que sans eux, nous ne pouvons pas avoir cette crème de tennis que nous avons eue ce soir. Et vous convenez avec moi que les prestations auxquelles nous avons eu droit, ce n'est que des belles prestations. Les meilleurs pongistes de ces championnats vont participer à compter du lundi 16 août 2021 à un camp d'entraînement et de perfectionnement sous la houlette d'un expert togolais. Mais avant, ils vont disputer le tournoi international Blaise Soglo. En sport, les représentants béninois en compétition interclub de la CAF connaissent leurs adversaires. Les AEFC va rencontrer le club mauritanien du FC Modibou au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions 2021-2022. Si les Lotto Boys passent le cap des morts, ils vont s'opposer au vainqueur du duel entre S. Steve d'Algérie et Fortune FC de Gambie. En Coupe de la Confédération, Buff FC va affronter AS FAR du Maroc. L'entraîneur des Buc FC du Borgou, Sanou Draman, donne ses premières impressions après ce tirage au micro de Sertonde Larios à Diagono. J'attends l'adversaire. C'est un adversaire comme nous. Voilà. Je pense que on fera ce qu'il faut faire pour les éliminer. On fera tout d'autre possible pour être représentatif quand même. Nous avons, je pense, l'expérience de l'Afrique déjà. Nous ne partons pas dans l'inconnu. Nous avons des joueurs internationaux. Nous avons aussi des joueurs qui ont pratiqué la Coupe d'Afrique. C'est un vécu qui est assez important et qui nous servira. Maintenant, nous allons affronter le football maghrébin. C'est une autre école, c'est une autre culture. Nous savons comment ils jouent, ils sont très roublards, très tactiques. Nous allons travailler sereinement de notre côté pour essayer de les déranger le plus longtemps possible. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on a bien renforcé notre équipe et puis on a eu des renforts de taille. Je pense que ça va très bien se passer. Le recrutement était sous mon entière responsabilité, avec bien sûr en collaboration avec le coach Sanou qui est là depuis maintenant 2 ans. Que j'ai écouté, j'ai entendu aussi ses desiderata, ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait plus au sein de l'effectif. Et ensemble, on a essayé de trouver le groupe le plus homogène possible. Et bon, maintenant, il faudra que la réalité du terrain nous dise si effectivement nous avons fait les bons choix. Revenons au Bénin pour dire que ce 14 août seront jouées les demi-finales du championnat de football féminin. Ils mettront aux prises Espoir de Cotonou et Elite AC de Parakou à Poïkon. Et à Lokossa, Sam Nelly affrontera Léopard. C'est sur ces notes sportives que nous mettons un thème à cette édition. Bon week-end à tous et bonne fête de l'Union.